Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Citation. Comment dire ma liberté, ma surprise, au terme de 1000 détours. Il n'y a pas de fond, il n'y a pas de plafond. René Char. Et pour lui, il fallait qu'on l'écoutât pour qu'il crût à sa vie. Albert Camus. Avant-propos. Il y a de fortes chances pour que la psychiatrie telle que je l'ai connue et qui se pratique actuellement ait disparu dans à peine 10 ans. Cependant, elle n'a pas démérité, je dirais même qu'elle est victime de son succès. Partie de rien dans les années 60 à une époque où les rares psychiatres ne sortaient pas des asiles, elle s'est installée au cœur de la cité. Ce qui était impensable il y a un demi-siècle, aller consulter son psychiatre près de chez soi, est devenu tout à fait banal. Les hôpitaux psychiatriques se sont vidés, remplacés par des soins plus efficaces, plus humains, moins coûteux. Pourtant, le nombre de psychiatres va être diminué de moitié dans les toutes prochaines années, aussi bien dans le public que dans le privé, alors que tous sont surchargés. Les survivants, si vous me permettez cette expression un peu théâtrale, auront des conditions de travail dégradées. Pas seulement parce qu'ils auront en charge beaucoup trop de patients, mais aussi parce que l'idéologie qui se met en place actuellement dans notre société aura de profondes répercussions sur la pratique psychiatrique. En effet, la psychiatrie actuelle n'est pas une discipline médicale parmi d'autres. Elle prend appui également sur la psychanalyse, la philosophie, l'éthique, l'anthropologie ou l'éthologie, ce qui la rend rebelle aux classifications sommaires dans lesquelles on tente de l'enfermer. À l'opposé des procédures de standardisation et de transparence manichéennes en vogue, elle reconnaît la complexité, l'originalité et la confidentialité. À travers l'itinéraire d'un psychiatre comme un autre, j'espère vous faire sentir cette spécificité, en quoi elle est emblématique d'une société aujourd'hui menacée et qui mérite d'être défendue. Comment devenir psychiatre ? Même actuellement, c'est une profession qui demeure étrange, perçue avec un mélange de curiosité et de méfiance. Quand on fait les présentations chez des amis, bien souvent les convives marquent un temps d'arrêt qui peut durer. C'est qu'ils craignent d'être interprétés, c'est-à-dire démasqués. Ils craignent que ce qu'ils voudraient cacher soit tout de même perçu. Cette crainte en dit long sur la nature de la communication sociale. Produire une fiction fragile qu'il faut protéger d'une écoute trop attentive, comme si chacun se sentait décalé par rapport à ce qu'il devrait être. Elle explique très largement la réticence à consulter qui reste importante, même si elle a beaucoup diminué. Ainsi, devenir psychiatre quand il n'y a pas de tradition familiale est une démarche qui n'est pas ordinaire et suscite de l'incompréhension. Pour ma part, selon les souvenirs de mes parents, je me suis préoccupée de façon très précoce du sens de la vie humaine et j'ai pris conscience de la mort bien plus tôt que la plupart des enfants alors que je n'y ai pas été confrontée directement dans ma petite enfance. Ce questionnement ne m'a jamais quittée, mais il est loin d'expliquer à lui seul cette orientation. La fascination par la maladie et la folie a sa part. Dans les années 50, il arrivait plus souvent qu'aujourd'hui de se trouver en présence dans un lieu public de personnes atteintes de grandes crises épileptiques avec convulsions et coma, ce qui, enfant, m'avait beaucoup impressionné. Comment cela pouvait-il exister ? Comment des comportements humains aussi effarants que ceux qui se sont produits pendant la Seconde Guerre mondiale, où une partie de ma famille, qui a résisté à l'occupant, a disparu en déportation, ont-ils été possibles ? Très tôt ces questions m'ont accompagné. Je n'ai jamais rêvé d'être pompier et encore moins agent de police, mais plutôt vétérinaire comme beaucoup d'enfants. J'ai lu Freud bien avant la terminale, sans être enthousiasmé, et après le bac, j'ai hésité entre les études d'ingénieur, tradition familiale et médecine. Il s'en est fallu d'un cheveu que je ne fasse le mauvais choix, car je pense à tort ou à raison que le métier d'ingénieur ne m'aurait pas du tout conduit à une évolution personnelle intéressante. Donc j'ai commencé les études de médecine en 1968, sans être spécialement déterminé à m'engager en psychiatrie. Les événements de mai 68, selon l'expression consacrée, m'ont passablement chamboulé. Un peu comme un tremblement de terre, s'apercevoir que des fondations qu'on pensait solides sont bousculées est une expérience angoissante. Je n'étais pas pour autant du tout partisan du maintien de l'ordre. Une refondation me semblait préférable au replâtrage de fondations branlantes.
Mais aussi j'avais un parti pris qui ne m'a en fait jamais quitté. La méfiance vis-à-vis de l'autorité. Pour moi, la recherche de l'autonomie est vraiment une valeur fondamentale qui a largement orienté ma vie privée et professionnelle. Nous verrons comment. Cela dit, à part galoper devant les CRS de temps à autre, je n'ai pas participé de façon très active à ces événements qui me paraissaient peu constructifs, ou peut-être étais-je effrayé par les excès auxquels ils pouvaient conduire. Je pense que la violence est la conséquence de l'absence d'un vrai dialogue, c'est-à-dire relativement sincère et respectueux du partenaire et comportant un minimum de confiance. Quand la parole n'est pas tenue, quand le dialogue est remplacé par de la com, c'est-à-dire par de la manipulation, alors plus personne n'écoute personne et il ne reste que la violence pour se faire reconnaître, à moins que la non-reconnaissance ne provoque des troubles de l'identité qui se manifesteront éventuellement par des symptômes psychiatriques. Dans ce cas, l'expression violente pourra s'avérer une étape vers la guérison. Mais revenons aux études de médecine. Elles ont été décevantes, beaucoup de par cœur, de répétition de conceptions traditionnelles, de soumission à un système arbitraire et autoritaire, d'oubli de la personne devant un ensemble de symptômes et la conduite à tenir qui en découlait. Je veux bien croire qu'une certaine froideur, un certain détachement soit parfois nécessaire à l'efficacité technique. Se laisser dominer par son affectivité peut entraver la lucidité. Malheureusement, ce sont trop souvent l'indifférence, la négligence, un sentiment de toute-puissance, l'angoisse devant la mort ou le manque de temps qui l'explique. J'étais également assez dégoûté devant le côté viande, de la médecine et surtout de la chirurgie. Le côté mécanique du corps humain reste pour moi quelque chose de scandaleux. Regarder quelqu'un qu'on aime et penser au fonctionnement de tous ces organes qui contribuent à le maintenir en vie à quelque chose d'inacceptable. Il est peut-être paradoxal d'avoir choisi d'être médecin dans ces conditions, mais je n'ai pas pu fermer les yeux sur ce mystère. De plus, je ne parvenais pas comme d'autres à oublier les conséquences humaines d'éventuelles erreurs inévitables pendant l'apprentissage et même après, ce qui avait tendance à m'inhiber. Tout cela m'a poussé vers la psychiatrie qui avait l'avantage de toucher des questions bien plus intéressantes, de proposer des traitements moins codifiés, des interventions moins physiques et plus intellectuelles, et aussi moins irréversibles, le tout avec la possibilité de relations humaines intenses. Je me souviens de cette phrase attribuée à Voltaire : « Il n'y a pas plus ridicule qu'un médecin malade ». Même si cette affirmation est logiquement absurde, elle nous parle cependant. C'est qu'il y a en nous l'idée d'une répartition des rôles qui indique qui est le malade et qui est le médecin et que, en conséquence, si on est le médecin, c'est qu'on n'est pas le malade. Peut-être devient-on psychiatre en croyant échapper à la folie ? Pas toujours avec succès puisque le dicton populaire prétend que les psychiatres sont plus fous que leurs patients. La notion de souffrance psychique. Pourquoi irais-je voir un psychiatre ? Je ne suis pas fou. Combien de fois ai-je entendu cette affirmation, surtout dans mes débuts ? En dehors du fait, comme on sait, qu'on peut être fou sans le savoir, c'est méconnaître que la psychiatrie traite également, je dirais même essentiellement, de souffrance psychique. En effet, les psychiatres ne font pas que soigner les fous. À côté de symptômes plus ou moins spectaculaires comme les hallucinations, les délires, les grandes crises d'agitation ou de mélancolie, la souffrance psychique est le point d'appel le plus fréquent en psychiatrie de cabinet. La multiplication du nombre de psychiatres qui ont ouvert un cabinet en ville depuis les années 70 a profondément remodelé la nature du service apporté à la population. Lors de mon installation dans une grande agglomération de la banlieue parisienne, nous étions 3. Nous sommes 12 aujourd'hui et sommes tous surchargés. Dans les années 60, les psychiatres étaient enfermés dans les hôpitaux psychiatriques, on ne parlait déjà plus d'asile, avec leurs patients. Ceux-ci souffraient de pathologies lourdes qui rendaient leur sortie problématique, d'autant que les moyens thérapeutiques étaient limités. On disposait à l'époque des premiers neuroleptiques, mais la psychothérapie, qui demande du temps, restait marginale faute de personnel. Et surtout, une révolution psychologique restait à faire, séparer souffrance psychique et maladie mentale. Imaginez que les troubles psychiques puissent être traités hors de l'hôpital, délivrés de la honte qui leur restait attachée. Il serait optimiste de considérer cette révolution entièrement effectuée, si beaucoup de patients consultent spontanément, alors que cette pratique est pénalisée par les pouvoirs publics, le monde psychiatrique reste une terre d'exclusion.
Très souvent les collègues somaticiens ne sont pas à l'aise avec ces problèmes et ont des difficultés à repérer l'origine psychique de la plainte de leurs patients. Il s'ensuit des examens interminables et stériles qui aboutissent à une conclusion lapidaire et dévalorisante. Vous n'avez rien, ça doit être psychique. Cette façon de faire incite le patient à penser qu'on n'a pas suffisamment cherché, et le pousse à refaire une exploration complète avec un autre médecin. Je reçois à mon cabinet environ 2 fois plus de femmes que d'hommes, et cette proportion se retrouve chez mes collègues. Ce n'est pas que les femmes soient plus fragiles, mais elles sont moins sensibles à l'idée qu'il serait dévalorisant de consulter un psychiatre. En effet, souvent les hommes se présentent quand ils ne peuvent plus faire autrement, poussés par leur entourage, avec une souffrance majeure. Ils s'exposent avec une grande réticence et masquent ce qui les touche. Il est facile de passer à côté de l'essentiel si on n'est pas attentif. Malgré tout, c'est aujourd'hui devenu une démarche spontanée banalisée que de consulter pour de l'angoisse ou de la dépression qui sont 2 formes fréquentes de souffrance psychique et ne sont pas forcément synonymes de maladie mentale. L'objectif des premières consultations est de déterminer l'origine de cette souffrance, et c'est ici que le positionnement éthique ou politique du psychiatre a son importance, ce qui le différencie hautement de ses confrères somaticiens qui, en effectuant des actes exclusivement techniques, n'ont pas cette préoccupation, du moins dans leur exercice professionnel. J'ai le souvenir d'un patient qui avait beaucoup tardé à consulter. La lettre d'accompagnement de son médecin qu'il m'avait présentée datait de plus d'1 an. Il était profondément déprimé, en lien avec des problèmes professionnels. Il avait hésité à me rencontrer car il avait dans l'idée que la fonction des psychiatres était d'adapter coûte que coûte les patients à la société, ce qu'il ne pouvait accepter. En effet, la souffrance psychique peut venir de la tension entre la société et la personne, et c'est le cas de la souffrance au travail. Dans ce cas, les convictions personnelles du psychiatre vont en partie orienter son action. Si selon lui la société est trop dure ou injuste et provoque ainsi la souffrance, ou bien s'il pense que cette personne est anormalement fragile, ce qui l'empêche de gérer des problèmes qui ne paraissent pas excessifs en eux-mêmes, son attitude sera différente. Ainsi son positionnement éthique ou politique aura une influence sur le traitement proposé. Encore que la vocation des psychiatres ne soit pas nécessairement d'encourager les gens à faire la révolution, elle n'est pas non plus de prêcher la soumission. Il est important que les gens se sentent reconnus dans leur souffrance, qui n'a pas à être envisagée exclusivement sous l'angle des symptômes d'une pathologie. Pouvoir aider les gens à découvrir l'origine et la signification de leur souffrance est un premier pas dans la démarche thérapeutique. D'autre part, même s'il est normal de souffrir à l'occasion d'un deuil, le psychiatre ne dira pas « Votre souffrance est normale, je ne peux rien pour vous ». Il est en mesure d'évaluer l'importance de cette souffrance et si elle est excessive, il peut aider une personne à ne pas se laisser submerger, à élaborer, à mettre en mots sa souffrance pour en sortir. Très souvent, la souffrance dépressive accompagne une perte, que ce soit la perte d'une relation, d'un idéal, d'une activité fortement investie ou d'une image de soi. Elle est le signe d'une réorientation de l'investissement psychique, et elle peut être nécessaire à ce réinvestissement. Ainsi, ce n'est pas aider une personne que d'effacer systématiquement sa souffrance à coups d'anxiolytiques sans qu'elle puisse en saisir la signification. Cela peut gêner le processus de désinvestissement-réinvestissement. Bien que l'essentiel du travail du psychiatre ne soit pas de s'occuper de souffrances réactionnelles à des événements pénibles, mais plutôt des problèmes liés à l'organisation psychique du sujet, c'est une part importante de son activité, et la souffrance est la même dans les 2 cas. Évolution de mes conceptions. Elles ont énormément changé, et si j'imagine un dialogue entre celui que j'étais à 25 ans et celui que je suis à 61, il n'y aurait pas beaucoup de points d'accord. Je pense que le jeune de 25, tout pétri de certitude, serait très critique vis-à-vis de celui qu'il est devenu 35 ans plus tard, et surtout il ne le comprendrait pas. Mon rapport à la psychanalyse, aux écrits de Freud, Lacan et beaucoup d'autres auteurs a changé également. Je croyais autrefois que les troubles psychiques pouvaient se comprendre par une causalité linéaire objective. Une enquête précise devait retrouver les événements d'origine et la façon dont ils avaient été interprétés. À partir de là, on devait pouvoir retracer une chaîne logique qui explique le présent. Le traitement consistant alors en la réinterprétation dans le transfert qui brise cet enchaînement,
en apportant une signification nouvelle à ces événements. Ce type de conception suppose qu'il existe une vérité extérieure au patient et à son thérapeute, et qu'une enquête objective est nécessaire et possible pour la dévoiler, enquête dans laquelle la personnalité du patient et celle du thérapeute n'ont pas de place. Il s'agirait d'un acte purement technique, qui implique un clivage entre les personnes et le problème qu'elles s'efforcent de traiter. Or ce clivage n'est pas possible car le problème est intégré au fonctionnement mental non seulement du patient, mais également du thérapeute. Cette idée d'un acte purement technique renvoie à la soi-disant neutralité du psychanalyste qui ne doit pas influencer le déroulement de la cure par ses fantasmes personnels. Sur ces 3 points qui sont liés, vérité extérieure, enquête objective et neutralité du thérapeute, je ne suis plus du même avis. Commençons par l'idée d'une vérité extérieure. Loin de moi la pensée selon laquelle les événements de la vie n'ont pas d'influence sur le psychisme, mais ils sont loin d'être les seuls et l'on rencontre aussi bien des gens qui ont vécu des choses terribles et semblent s'en sortir sans casse alors que d'autres à qui la vie a souri sont malgré tout brisés. Mais il y a plus. L'idée même de vérité est contestable et doit s'effacer devant celle d'histoire avec ce que cela implique de subjectivité. On a l'habitude d'opposer vérité et mensonge. Sans doute serait-il plus précis d'opposer vérité et erreur d'un côté, sincérité et mensonge de l'autre. En effet, on peut être sincère et dans l'erreur. Tout le monde connaît le paradoxe d'Épiménide le Crétois qui déclare « Tous les Crétois sont des menteurs. S'il ment, il dit la vérité et s'il dit la vérité, c'est qu'il ment, etc. » On remarque que si Épiménide était athénien plutôt que crétois, il n'y aurait plus d'impasse logique, c'est de faire comme s'il était extérieur à l'ensemble dont il parle alors qu'il en fait partie qui crée le trouble. On retrouve ce positionnement erroné, issu de notre culture scientifique qui stipule la neutralité de l'expérimentateur-observateur, dans toutes les situations où le sujet fait partie de ce qu'il étudie alors qu'il se croit à l'extérieur. Un exemple parmi d'autres, le déterminisme. Les déterministes sont les gens qui pensent que les événements s'enchaînent les uns aux autres selon les lois de la causalité stricte et que l'univers, globalement et dans toutes ses parcelles, suit un chemin prédéterminé duquel toute liberté est exclue. Le sentiment d'être libre peut en faire partie, mais il est erroné, et la notion d'un choix possible est une illusion. PS. Laplace est une célébrité sur ce sujet, et pose le problème d'une façon qu'on pourrait qualifier de panoramique dans son essai philosophique sur les probabilités. Nous devons donc envisager l'état présent de l'univers comme l'effet de son état antérieur et comme la cause de celui qui va suivre. Une intelligence qui, pour un instant donné, connaîtrait toutes les forces dont la nature est animée et la situation respective des êtres qui la composent, si d'ailleurs elle était assez vaste pour soumettre ces données à l'analyse, embrasserait dans la même formule les mouvements des plus grands corps de l'univers et ceux du plus léger atome, rien ne serait incertain pour elle, et l'avenir comme le passé serait présent à ses yeux. Personnellement, j'ai été longtemps déterministe, bien que fort gêné par les conclusions que cela implique. Heureusement, il y a un hic qui déstabilise cette théorie. Celui qui est déterministe est lui-même déterminé, il fait partie du système. Et ce qu'il dit également. On peut en déduire qu'il le dit non parce que c'est vrai, mais tout simplement parce qu'il est déterminé pour le dire, comme tout ce qu'il dit et tout ce qu'il fait d'ailleurs. Ainsi on ne peut pas savoir s'il dit une vérité, et la question du déterminisme intégral reste sans réponse. Adhérer au déterminisme est une question de croyance, pas de vérité. Le déterminisme est indémontrable. Pour ma part, j'ai laissé le déterminisme derrière moi, mais aussi mon idéal d'objectivité. Voici pourquoi. Revenons à Épiménide. Que se passe-t-il s'il nous dit « Tous les Crétois disent la vérité ». Pouvons-nous le croire ? Là encore, il se place par cette phrase à l'extérieur d'un groupe, les Crétois, dont il fait partie, ce qui disqualifie son affirmation. De plus, une affirmation n'a de sens que si l'affirmation contraire en a un également. Si je dis « Tous les moutons ont des oreilles », l'affirmation contraire « Aucun mouton n'a d'oreilles » a du sens également et la première affirmation permet d'éliminer la seconde, elle est donc valide. Dans le cas d'Épiménide, l'affirmation « tous les Crétois sont des menteurs » n'ayant pas de sens, l'affirmation contraire n'en a pas non plus. Dans un cas comme dans l'autre, nous ne devons pas le croire, ou plus exactement nous ne pouvons tenir compte de ce qu'il dit.
Il existe un certain nombre d'impasses logiques du même genre. Il est interdit d'interdire, soyez naturel, le paradoxe du barbier, etc. Et si maintenant je dis, la vérité n'existe pas, ne suis-je pas en train de dire une vérité? Bref, on n'en sort pas. Même en science où l'on s'attend à ce que les choses soient claires, le problème de la vérité n'est pas défini de façon complète. Les théorèmes de Gödel montrent qu'on ne peut prouver la cohérence d'un système logique que de l'extérieur de ce système. Mais cet extérieur lui-même ne peut être validé qu'en étant à l'intérieur d'un autre extérieur qui lui-même, etc. On se retrouve ainsi devant un empilement de poupées russes qui s'enchaînent à l'infini. Personnellement, cela m'a conduit, après bien des années, à une position philosophique appelée constructivisme. Je me suis aperçu que cette position n'est nullement une nouveauté. Elle faisait déjà débat chez les Grecs, encore eux, défendue en particulier par un nommé Protagoras. De quoi s'agit-il? Pour faire simple, il n'y a rien à découvrir, tout est à construire, l'univers est absolument vide de toute signification et c'est à nous de les mettre en place. C'est une page blanche sur laquelle nous pouvons écrire ce que nous voulons, ou ce que nous pouvons. Il n'y a pas de vérité, il n'y a que des engagements. D'un certain côté, c'est assez décevant. S'il n'y a pas de vérité universelle, on ne peut se réclamer que de soi-même, on ne peut s'adosser à un principe extérieur intangible pour justifier son action et oxyre ses adversaires la conscience tranquille. D'un autre côté, c'est assez positif. La place est libre pour exprimer son orientation personnelle plutôt que d'avoir à se plier à on ne sait quel commandement. L'idée que la vérité est une affaire d'opinion, et qu'en conséquence toutes sont au même niveau est appelée relativisme. Cette idée est parfois utilisée pour justifier la passivité, le laisser-faire. Si tous les systèmes de valeurs sont au même niveau, alors les fondements de toute action sont contestables et il n'y a pas d'engagement possible. Aucun argument universel n'autorise à les imposer. Ce serait sans doute vrai vu de l'extérieur, mais personne n'est à l'extérieur. Seul Dieu pourrait l'être s'il existait. Chacun de nous fait partie d'une culture dont il ne peut se détacher car elle fait partie de lui, et c'est une illusion de croire qu'on peut changer d'opinion selon son bon plaisir car nos opinions nous constituent, elles soutiennent notre identité. Elles ont donc une importance essentielle, mais malgré tout ce ne sont que des opinions, pas des vérités. Personnellement, j'essaye de ne pas me prendre pour Dieu. Je sais que je n'observe pas le monde du haut des cieux, mais que j'en fais partie et que mes engagements sont nécessairement personnels. Même s'ils sont réfléchis, ils sont aussi le fruit d'une époque et d'un milieu. J'y tiens fermement, mais rien ne m'autorise à poser mes opinions comme des vérités universelles. J'espère ne pas vous avoir lassé avec toute cette philosophie, mais c'est nécessaire pour comprendre comment, dans mon exercice professionnel, je suis passé de la neutralité recommandée par la faculté à un engagement personnel. Je pense de toute façon que cette soi-disant neutralité n'est qu'apparence, car le désir d'être médecin et de s'occuper de psychiatrie ou de psychanalyse n'est pas neutre, et que ce désir infiltre ou plutôt oriente la relation thérapeutique. Quel est-il ce désir? Désir de puissance de celui qui prétend guérir les malades? Ou même qui prétend connaître l'énigme de l'existence au point d'éradiquer la folie? Désir de comprendre et de traverser la folie de son entourage, ou même la sienne? Rébellion contre le prêt à penser que dispensent les autorités? Désir d'éviter à soi-même et aux siens, la dépendance à d'autres médecins? Désir d'entrer dans une relation profonde avec les patients qui vous confient ce qu'ils n'ont confié à personne? Plaisir d'avoir pu ramener sur la berge celui qui allait se noyer? Plaisir de rencontrer en profondeur une telle diversité de fonctionnements humains? Plaisir et pesanteur? De pouvoir travailler à huis clos sans personne sauf le patient pour vous contrôler? Tout cela à la fois, et bien d'autres choses encore. Toujours est-il que de plus en plus, mon idée de ce qui fait le prix de l'existence a influencé ma pratique professionnelle. De quelle façon? Il y a deux parties dans le travail du psychiatre tel que je le conçois. Une partie très médicale qui recherche les points douloureux dans le psychisme du patient et tente d'y porter remède par différents moyens, médicaments, conseils, écoute, qui ne touchent pas réellement son organisation psychique. Cette approche peut être suffisante pour certains patients,
soit parce qu'il présente un problème simple et temporaire qui va évoluer favorablement sans qu'on ait besoin de mettre en place un processus thérapeutique complexe, soit au contraire parce que le problème, qu'il soit grave ou pas, est organisé de manière tellement rigide et envahissante qu'on sait qu'on n'arrivera pas à le mobiliser quelle que soit la méthode employée. Il faut savoir alors ne pas être trop ambitieux et se contenter d'une gestion à minima. Pour d'autres patients, on peut souhaiter des modifications plus profondes qui nécessitent des psychothérapies spécifiques. Le problème porte généralement sur la façon d'être en relation avec soi-même et avec les autres. Cette façon d'être s'est constituée d'elle-même peu à peu et il arrive qu'elle soit génératrice d'un malaise anxieux important, de conflits incessants et stériles, de conduites d'échecs répétées, etc. Si le sujet prend conscience qu'il est pour une part à l'origine de ces difficultés, il est alors possible de proposer une psychothérapie qui mettra en cause sa manière de construire ses relations, c'est-à-dire ce qu'il imagine pouvoir se jouer entre les gens. C'est ici que les conceptions personnelles du psychiatre vont entrer en jeu, qu'il le veuille ou non, et influencer sa pratique. Pense-t-il qu'une vie réussie est une vie où l'on peut se payer une Rolex avant 50 ans? Ou faire l'amour avec un maximum de personnes différentes? Ou gagner un maximum d'argent? Ou être libre avec un minimum de liens? Ou au contraire se consacrer à une cause humanitaire? Ou se conduire toujours honorablement? Ou être utile? Ou placer en premier la jouissance sensorielle? L'art. Forcément ces conceptions, ces goûts, vont orienter ce qu'il souhaite pour son patient, comment il veut le voir évoluer, ou tout simplement quel patient va le motiver, quel autre va provoquer le rejet, l'indifférence ou l'ennui. Il n'y a pas de neutralité. En passant, je voudrais dire quelques mots à propos de choix. On a l'habitude de penser que les gens ont le choix d'adopter tel ou tel mode de pensée. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.